Nous allons tout de suite accueillir la dernière intervenante de cette journée. Elle a été conseillère régionale en Île-de-France. Elle dirige aujourd'hui l'Institut national de l'économie circulaire. Il s'agit d'Emmanuelle Ledoux. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une présentation consacrée à l'économie circulaire. Passer d'une économie linéaire à une économie circulaire sur un territoire, c'est possible. Voici Emmanuelle Ledoux. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, puis merci un peu pour ce bond dans le temps, parce que j'ai été conseillère régionale il y a 10 ans, donc voilà, il y a quelques petites choses entre-temps. Donc déjà, merci infiniment de m'inviter pour parler économie circulaire. Je me rends compte la dernière fois que j'étais dans ce bâtiment, c'était pour passer un concours. Donc ça posait une question aussi, alors je ne saurais plus dire laquelle, c'était en droit public. Sauf que là, il n'y avait pas déjà la réponse qui était donnée et il fallait passer 5 heures à la trouver tout seul. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut passer d'économie linéaire à une économie circulaire à l'échelle d'un territoire? Alors la réponse est oui, c'est possible. Et j'ai même envie de dire, à ce stade, on n'a plus vraiment le choix. Et je crois que ça a été excellemment rappelé par l'intervenant précédent. Alors déjà, peut-être rappeler ce qu'est l'économie circulaire, ce qui permet de rappeler en creux aussi ce qu'est l'économie linéaire. Alors déjà, rappeler que c'est un concept qui est au fond assez récent. Cette question de la ressource, on a commencé à l'envisager, mais de façon assez confidentielle dans les années 70. Mais à un moment, on était encore à l'équilibre. Les années 70, tout le monde connaît le jour du dépassement maintenant. 1970, c'est la dernière année où le jour du dépassement, c'était le 31 décembre. On était à l'équilibre, on sentait que potentiellement il y aurait un sujet, mais ça restait quand même un sujet de spécialistes, d'experts, et d'ailleurs déjà à l'époque d'économistes. Et le moment où c'est revenu sur le devant de la table, au fond, par rapport à d'autres sujets, peut-être comme les gaz à effet de serre ou la biodiversité, ça n'a pas tellement été une entrée environnementale, mais plus une entrée économique. C'est-à-dire que là où on a recommencé à se poser cette question, c'est à la fin des années 90, avec la première crise, première grosse tension sur le prix des matières premières. Et à ce moment-là, l'illusion de on en a pour la vie, il y en a plein, s'est effondrée au mur de ça devient cher, nos modèles économiques potentiellement ne sont pas pérennes. Alors pourquoi rappeler ça maintenant? C'est que finalement, je pense qu'on a tous ce sentiment dans nos activités, on est à nouveau dans un moment comme ça. Alors depuis, l'économie circulaire a bien progressé. C'est arrivé en 2010 comme concept dans la littérature académique, 2015 cité dans la loi, et en 2020, on a même eu notre propre loi, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc une progression qui va vite, mais à nouveau, cette idée-là qui se pose de façon très prégnante, que c'est des évolutions qu'on est en train de vivre sous contrainte. Parce qu'il y a eu le confinement, donc des choses qu'on avait pu écrire. Alors, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas tous les fidèles lecteurs des papiers gouvernementaux, mais dans la feuille de route économie circulaire, la question de la sécurisation des approvisionnements en matières premières et en biens stratégiques, c'était écrit, c'était dedans. Ça n'a pas été repris dans la loi, parce qu'au fond, tout ça était une vue de l'esprit. Ces questions ne se posaient pas. Et puis, finalement, une pandémie, une planète entière bloquée. Et cette question de notre souveraineté à travers la sécurisation des approvisionnements, elle s'est posée. Donc là, on se retrouve vraiment, alors c'est à la fois, évidemment, c'était pas souhaitable, c'est quand même cher payé pour se retrouver avec l'économie circulaire remise sur le devant de la scène, mais on se retrouve vraiment avec cette double entrée qui est intéressante, parce qu'on peut à la fois travailler avec des gens qui sont convaincus que les questions environnementales sont centrales, mais au fond, quand bien même on n'est pas très convaincu et puis qu'on pense qu'après nous le déluge, tout ça, là, on a une vraie question de pérennisation des modèles économiques. Donc finalement, voilà, un champ de convaincus, un champ de conviction qui est désormais très large. Alors maintenant, pourquoi ça ne se fait pas? Alors déjà, au fond, l'essence de l'économie circulaire, qui est toute con, c'est on éteint les lumières et on ne gaspille pas. On recycle ses déchets, certes, mais on essaye surtout de ne pas en faire, d'en faire un minimum. Tout le monde est un peu convaincu. Moi, je n'ai jamais rencontré d'association en faveur du gaspillage. Luttons tous ensemble pour vider nos réserves. Mais pour autant, derrière la mise en œuvre,
elle reste compliquée parce qu'il y a un certain nombre de freins qui sont significatifs. Un certain nombre ont été rappelés juste avant, qui restent à lever. Alors si on reste sur la dynamique territoriale, il y a ce frein économique qui a été mis en avant déjà auparavant et qui est majeur. Moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a quelques années, on me montrait à chaque fois sur le territoire des très beaux projets. Je disais, c'est bon, c'est gagné, hein, au niveau bâtiment. Puis 3e, 4e réunion, je me rends compte qu'on me montrait quand même peu ou prou toujours les mêmes. Et qui avait ce côté un peu les vaisseaux amiraux, les beaux projets économie circulaire, le réemploi, enfin tous ceux que vous connaissez, là, que vous voyez dans toutes les conférences. Mais effectivement, dans les autres cas, c'est un petit peu comme d'habitude. Et pourquoi ? Parce que c'est plus cher. Donc il y a vraiment, en tout cas, c'était plus cher. Maintenant, la question va se poser avec l'explosion des prix des matériaux du bâtiment, peut-être même, dans certains cas, arriver à l'équilibre. Mais en tout cas, c'est un engagement. C'est un engagement de la collectivité et c'est un engagement qui reste compliqué à mettre en œuvre parce que augmenter le prix d'une construction, pourquoi pas, mais enfin derrière ça augmente un peu le prix du foncier aussi, parfois significativement, et puis c'est pas comme si on n'avait pas à côté de ça une crise du logement. Derrière, quand bien même on est décidé à se lancer, encore faut-il les trouver, ces matériaux, et ça a été très bien dit aussi, hein, finalement ça reste encore marginal, pas marginal dans l'offre, mais enfin, il y a encore des passages à l'échelle significatifs qui doivent être mis en œuvre. Et encore une fois, ça a été dit, mais c'est pas parce qu'on nous montre effectivement les belles histoires, Gérard qui fait de la brique en terre crue en Bretagne, celui qui récupère les coquilles de moule de la braderie de Lille pour faire du carrelage, un peu de béton de chanvre de Miscanthus. Enfin, pour l'instant, c'est hyper intéressant, il y a un joli narratif, c'est des belles histoires, mais on voit bien d'ailleurs dans un certain nombre de réunions autour du bâtiment, nous c'est en général la table à laquelle on est invité, mais c'est un petit peu la table des enfants, quoi. C'est tous les machins un peu choupis. On en parle, on a dit ce qu'il fallait sur l'environnement, et puis le reste du temps on fait un peu comme d'habitude. Hein. Pas tant parce qu'il y a de la mauvaise volonté, mais en l'état il y a encore souvent pas vraiment le choix. Donc ce frein économique, il reste important. Le frein assurantiel, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle à l'échelon d'un territoire, un truc tout bête. Je suis maire, je dis quand même, il faut un peu changer la vie, changer les choses pour les équipements sportifs. Maintenant, je veux de la seconde main, je veux du réemployé. Le panneau de basket, il tombe sur un enfant. Je suis un peu ennuyée. Enfin, pour l'instant, le discours sur la question assurantielle, quand on écoute les assureurs, c'est très clair, on avance, ça va vite et tout. Quand on les lit, on n'y est pas encore. Et moi, je comprends qu'il y ait quand même des craintes qui puissent émerger de la part des acteurs locaux. On a aussi le frein réglementaire. Alors bon, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la sortie du statut de déchets, voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas très très claires. Hein. La loi AGEC, elle ouvre, anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle ouvre énormément de champs, mais beaucoup de décrets d'application restent à écrire. Voilà, on est un peu sur notre fin, on attend un peu de voir comment ça va se passer. Et puis pour les passionnés de l'exégèse des décrets, par exemple, si on est toujours question territoire, achat public, l'article 58 de la loi AGEC qui impose l'utilisation de réemploi ou de recycler dans une partie de la commande publique, il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour le lire et le comprendre. Hein. Enfin, en l'état, on est tous là encore à le commenter en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont bien pu vouloir dire. Donc, il y a encore des sujets vraiment de lisibilité pour que des acteurs s'engagent. Et enfin, c'est probablement là où c'est le plus difficile et où on a le plus de transformation à opérer, et ça, on a, je pense, une responsabilité collective là-dessus, c'est la question des changements de comportement. C'est-à-dire, restons peut-être à l'échelle d'une collectivité qui se dit, moi, je vais passer du linéaire au circulaire, je vais opérer cette transformation parce que je pense au futur, parce que la loi va m'y obliger aussi, parce que je pense aussi que désormais, c'est quelque chose sur lequel je peux avoir du portage politique, et mes concitoyens attendent ça. Ça veut quand même dire d'aller dire à des services qui travaillent très bien depuis 20 ou 30 ans que c'est très bien ce qu'ils font, mais qu'on ne va plus du tout faire comme
comme ça. Et c'est pas si simple. Et ça, là aussi, enfin, je prends ma part, mais dans les associations environnementales ou globalement dans les gens qui œuvrent dans le champ de l'économie circulaire, il y a une légère tendance à l'entre-soi, hein, qu'on retrouve dans toutes les filières, mais qui existe aussi chez nous. On a passé quand même pas mal de temps à se retrouver entre nous, à se dire qu'on avait tout compris, que les autres étaient débiles. Enfin voilà, on faisait avec. Toujours est-il que c'est évidemment, ça fait des soirées sympas, mais enfin ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Là, on a vraiment maintenant ce besoin d'aller au-delà et de réussir à irriguer en dehors de nos champs d'expertise. Bon, et puis que de l'autre côté aussi, il y a une capacité à s'exprimer, normalement, en tout cas se faire comprendre dans des réunions. Là, j'étais la semaine dernière, c'était réunion autour de la laine de verre. Si on n'avait pas un bac plus 18 en laine de verre, on n'avait aucune chance de suivre la discussion. Hein. Enfin, d'ailleurs, une autre business unit de la même entreprise, quand j'ai fini par poser la question, a dit non, merci, nous non plus, on capte rien. Quoi. Donc il faut aussi être en capacité maintenant de pousser nos sujets et de sortir de notre champ naturel. Et dans la collectivité, c'est l'adjoint à l'environnement. Tant que c'est l'adjoint à l'environnement ou le vice-président en charge du développement durable, que sais-je, qui est seul engagé sur ces questions-là, ça ira pas très vite. Alors, dit comme ça a l'air un peu con, mais on le retrouve encore. Là, il n'y a pas très longtemps, je voyais, c'était un appel d'offres sur renouvellement, tout ce qui était éclairage public, un gros contrat quand même. On prenait la première partie, sans doute écrite, direction de la com, direction du développement durable, c'était très très engagé, des trames noires, des machins, la biodiversité, tout y était. Hein. Par contre, dès qu'on rentrait dans les spécifications techniques, c'était exactement la même chose que 10 ans auparavant. Avec des acteurs qui regardaient en disant, nous on veut bien faire tout ça, là, tout ce qui est écrit, par contre on ne sait pas comment le faire en faisant comme d'habitude. Quoi. Donc voilà, il faut vraiment être sur une logique de transformation et d'être en capacité de montrer, de transformer à la fois la demande, là donc on parle d'acteurs publics, et qu'en face, l'offre soit là. Et là, on se retrouve, en tout cas l'impression qu'on a au travers de différents projets qu'on peut voir, c'est qu'il y a un vrai différentiel. Alors parfois, c'est des acteurs, des promoteurs qui disent nous on a essayé de faire des sujets, des propositions très économie circulaire, on s'est fait taper, donc on n'y retourne plus, en fait ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, il se trouve que c'était il y a 10 ans et que peut-être entre-temps ça permet de... c'est peut-être l'occasion d'y retourner, mais voilà, c'est des choses qui marquent quand même dans les directions de la stratégie dans les grands groupes. Alors pour ça, nous, parce que pareil, la question c'est concrètement comment on fait. Alors moi je présente une association, on n'est pas très grand, on a à la fois des gros groupes, des collectivités, on travaille ensemble pour essayer de voir justement comment on est en capacité de porter cette accélération, en particulier au niveau territorial et à l'échelon d'un territoire, parce que on voit bien qu'en matière d'économie circulaire, c'est forcément ça qui est pertinent. Si on commence à les trimballer, les pondéreux, au travers du pays, on aura un petit peu perdu l'intérêt. Et on s'est rendu compte, en fait, on avait un problème de storytelling et de narratif, pour parler comme dans les agences de com. Fondamentalement, l'économie circulaire, on avait du mal à la toucher du doigt. Déjà, c'est souvent mélangé avec l'économie du déchet. Alors c'est très bien, la gestion des déchets, évidemment, et c'est une part importante de l'économie circulaire. Mais enfin, nous, l'idée, c'est de se positionner un petit peu en amont. Voilà, donc on a cherché avec nos partenaires, nos adhérents, un lieu qui nous paraissait être le plus à même d'incarner l'économie circulaire, et on a choisi l'école. Donc on se dit, une école finalement c'est pas mal, il y en a plus de 60 000 en France, école de la maternelle au lycée. Et dans une école, il se trouve qu'on peut faire à peu près tout ce qu'il est possible de faire en matière d'économie circulaire. Une école, on va la construire, on va la rénover, on va la nettoyer, il y a de l'approvisionnement énergétique, il y a la boucle alimentaire évidemment, ce qui rentre, ce qu'on achète, ce qui sort, gaspillage. On achète du papier, du crayon, des tables, des chaises, revêtements de sol. Enfin, c'est très très large. Et ça permet d'avoir une vision qui permet là de dépasser la dynamique filière qui existe aussi dans les collectivités, et surtout d'avoir du portage politique sur cette question. Parce qu'en regardant un petit peu ce qui existait déjà, avant d'aller plus loin, on a recensé et on a vu très clairement tout ce qui était économie circulaire qui était fait dans les écoles, c'était essentiellement des projets qui s'occupaient des cantines. Parce que les cantines, moi j'imagine, je suis maire d'une commune, je ne suis pas maire d'une commune, mais je serai maire d'une commune. Je suis à la queue de la boulangerie le dimanche matin et je dois parler de projets à des parents d'élèves. Parler de ce que nos chères têtes blondes mangent, c'est plus facile que de dire que je suis passée de 9% de granulats de béton recyclé dans mes murs à 18%. Alors pour autant, où est-ce que j'ai eu le plus gros impact, ça se discute, mais voilà, on a besoin de projets qui montent. Donc on s'est dit, on va travailler sur l'école, c'est une super façon de rentrer, de transformer la commande publique au travers d'un objet comme ça très précis.
ça nous a permis à la fois de recenser les collectivités qui étaient engagées dans le domaine, d'une part, mais aussi les acteurs publics, privés, qui avaient une offre dans le domaine, et d'avoir cette vision très holistique de ce que peut être l'économie circulaire dans un espace donné, encore une fois, et puis surtout de se dire, nous on n'est pas association d'éducation à l'environnement, et puis l'éducation à l'environnement, ça a aussi ses limites, voilà, de se dire que là on éduque par l'exemplarité, et que c'est quand même ça qui marche, d'autant que c'est ce qu'on voit aussi dans toutes les études qui peuvent exister, même sur l'adaptation, d'aller chercher les gestes de tri, de se transformer pour une meilleure prise en compte de la recherche, de la ressource, pardon. L'idée, c'est quand même de créer des nouvelles normes sociales. Et on se dit, voilà, si les enfants, on les met dans un espace où la norme sociale, c'est le papier, il n'est pas blanc, il est gris clair, ou papier recyclé, ou potentiellement on re-remplit les feutres, ou le crayon de couleur, il vient du Jura et pas de Chine. Petit à petit, on intègre vraiment cette dimension. Tout ça pour dire alors que c'est possible. Je pense qu'on en est quand même encore dans beaucoup de domaines encore très loin. J'étais la semaine dernière à la remise des premiers labels économie circulaire de l'ADEME, le label territoire circulaire, et tout le monde dit que c'est dur, encore une fois très engagés, même souhaitant faire plein de choses, les collectivités elles tirent la langue, mais il y a vraiment cette volonté d'intégrer cette dimension ressources dans les politiques publiques, et je pense que c'est assez encourageant, en tout cas, pour ce qui peut arriver par la suite. Et puis j'ai vu, là, en me promenant un peu dans les travées, qu'il y avait plein de projets qui étaient intéressants. Alors, notamment sur les questions des données, qui est encore un autre très gros dossier. Mais en tout cas, voilà, nous, on y croit beaucoup. Et donc, pareil, si vous avez des solutions qui ont du sens, à votre sens, pour des écoles, je serais ravie d'en prendre connaissance. Et puis, petit à petit, on nourrit notre référentiel pour aller faire ces propositions concrètes et vraiment de propositions de valeur à destination des collectivités. Je vous remercie. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Merci pour cette présentation, et vous pouvez l'applaudir. On a donc un petit peu de temps, quelques minutes, une dizaine pour des questions. Je vois que plusieurs doigts se lèvent là-bas. Je vous en prie. Ça va venir, vous en faites pas. Oui, merci pour cette présentation. Il y a dans l'économie circulaire un élément qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est la symbiose industrielle. Est-ce que votre association travaille avec les entreprises? Est-ce que vous avez des exemples de symbiose industrielle qui fonctionnent bien? On connaît celui de Kalundborg au Danemark, mais bon, ils ont mis 20 ans pour réussir à ce qu'ils ont réussi, c'est déjà très bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres réalisations vers lesquelles vous pourriez nous orienter? Alors, nous, effectivement, on travaille sur des programmes d'art de symbiose industrielle ou d'EIT, écologie industrielle territoriale. Alors nous, on est plutôt actifs sur les formations, en fait, les formations d'animateurs, à la fois pour aller détecter les projets à l'échelle d'une zone industrielle, et surtout pour... Et surtout pour les animer. Parce que là, on se rend compte, alors je ne sais pas si ce que vous voyez aussi dans les projets, le deuxième temps des questions de symbiose industrielle d'EIT, c'est au fond l'animation. Le lancement, on y arrive toujours très bien. On avait pas mal de projets dans le sud, etc. C'est parti du feu de Dieu. Martinique aussi, c'est quelque chose qui marche pas mal dans les Outre-mer. Mais s'il y a pas, en fait, ça tient sur une personne. Et le jour où l'animation s'arrête, ou en tout cas ça perd un peu d'énergie, tout tombe, quoi. Donc il y a une vraie question de comment on arrive à créer, sur lequel on travaille avec l'ADEME d'ailleurs là-dessus. Donc, voilà, comment on arrive à faire tenir ces projets sur la durée. Mais sinon, alors en exemple, il y a le Nord, là, Roubaix, c'est assez sympa ce qu'ils font. Alors je ne suis pas l'experte chez moi sur ces questions-là. Mais donnez-moi peut-être votre carte après, je vous mettrai en lien avec la personne qui suit ça. Et le Var, ils sont en train de lancer des projets plutôt pas mal. Sur les questions aux zones portuaires aussi, il y a un beau travail qui est fait là-dessus. Oui, bonjour, Pierre Guyard, NJ Solutions. J'en profite pour rebondir à la fois sur la question et sur votre intervention. Il y a un sujet sur lequel l'économie circulaire a du sens, c'est la chaleur, chauffer les gens. Et chauffer les gens en utilisant les ressources du territoire, donc par le soleil, que tout le monde a, par la géothermie,
beaucoup d'exemples en région parisienne, mais également par la récupération d'énergie fatale. On a un gros projet à Amiens dans lequel on récupère de l'énergie sur l'usine de traitement des eaux, chez un industriel, avec de la géothermie. Donc voilà, l'énergie, avec effectivement un partenariat public-privé, soit par DSP, soit par d'autres systèmes, est un bon exemple et on peut se mobiliser, et les élus et la population, qu'il faut faire adhérer à la démarche effectivement, mais également les industriels, dans ce genre de choses. Je voulais juste donner l'exemple. Merci. Ouais. Oui, alors qu'il y a un très bon exemple. Nous, on a travaillé là-dessus, parce qu'il y a eu 2 études d'ailleurs de l'ADEME sur le potentiel de récupération de chaleur fatale dans l'industrie. Nous, on a travaillé sur la déclinaison récupération de chaleur en ville, donc à l'échelon, quartier, éco-quartier, et effectivement en faisant des estimations qui étaient, qui pouvaient être assez encourageantes. Après, le problème, toujours des problèmes, mais c'est à quel moment on fait intervenir cette question-là dans la gestion des projets. Et on voit souvent, nous, ça arrive un peu tard, quoi. Donc là, on essaye de travailler en amont avec les promoteurs pour que cette dimension-là, elle soit intégrée dès le démarrage du projet. Parce que souvent, ça arrive un peu tard et là, ça devient compliqué. Parce que quand il faut transformer, là, on est sur des parcours qui sont assez onéreux. Et puis, alors, ça manque encore peut-être, en tout cas à l'échelon d'un quartier, d'exemples. Mais nous, alors, on avait fait la simulation sur le territoire couvert métropole du Grand Paris, et ça a donné en potentiel d'énergie récupérée ce qu'il faudrait pour Nîmes. Donc ça donne quand même un ratio qui est hyper intéressant. Mais... Bonjour, je représente une collectivité en Normandie, même si j'ai pas l'accent, avant que vous me le fassiez remarquer. Par rapport à l'ADEME, on a été sélectionné en contrat d'objectif territoire. Donc je parle peut-être plus ça parle plus aux collectivités peut-être, avec 2 référentiels. Le référentiel Citergy sur la performance environnementale qui est relativement éprouvé, depuis quelques années on était déjà en démarche, et le référentiel économie circulaire. Et ma question concerne ce 2e point. Qu'est-ce que vous pensez de ce référentiel ? J'ai l'impression qu'on a assez peu de recul. Nous, sur la question, c'est quelque chose d'extrêmement récent, que moi, en tant que responsable de transition éco, et même par rapport aux équipes ou à l'environnement micro et macro du territoire, c'est assez difficile à faire passer. Effectivement, la question du déchet, comme vous l'avez évoqué, bon, ça c'est quelque chose d'assez éprouvé historiquement, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez novateur. Ça, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Et la 2e question connexe, c'est... Peut-être, je ne sais pas si vous êtes en lien avec ce type de question, mais ce contrat ne finance pas d'investissement. Et ça, pour moi, en tant que collectivité, c'est un vrai problème, puisque comme l'a évoqué monsieur, par exemple, sur des projets de récupération de chaleur X ou Y qui dépassent largement le cadre du déchet, je trouve ça un peu dommage que ce type de contrat ne finance pas des investissements nécessaires à ce type de projet. Voilà, merci. Alors, 2 choses. Alors, sur le label, moi, je suis membre du Conseil national scientifique du label. Alors, c'est l'ADEME, ils aiment bien les trucs un peu... Donc, j'ai dû signer avec mon sang que jamais je dirais du mal du label, tout ça. Non, effectivement, on a assez peu de... C'est la première, 2e promotion. Alors, déjà, ça a fusionné plus ou moins avec Citergy, c'est-à-dire qu'on fait en même temps économie circulaire et la partie énergétique. Donc, ça, c'est pas inintéressant. Oui, il n'y a pas beaucoup de recul, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mettre finalement d'aller regarder dans les collectivités et tous ceux qui font un peu de l'économie circulaire sans le savoir, comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Là, ça permet d'aller chercher dans tous les services et finalement de regrouper. Après, ce qui serait intéressant, c'est les étapes d'après, un peu comme il y a pour Citergy, là, Gold, machin. Alors, sur votre 2e partie, complètement. Nous, un des objets de l'étude qu'on a fait de l'année dernière, c'était justement pour pouvoir intégrer que ce type de projet puisse être financé par le Fonds Chaleur de l'ADEME, ce qui est en l'état pas possible. Donc oui, il y a encore pas mal de projets qui nécessitent d'être financés. Après, alors, on rentre dans les gros... le problème de la lisibilité des aides. Alors j'ai vu là au fond, il y a Aide Territoire qui s'est lancé, où enfin c'est l'État qui
qui fait la publicité des aides de l'État et des collectivités, avec quelque chose qui est assez sérieux, assez par rapport à des associations qui se sont lancées où on ne savait pas comment c'était suivi. Donc déjà, ça permet de se faire une idée. J'ai regardé un peu, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Donc c'est aussi une façon d'aller chercher potentiellement des projets qui peuvent être difficiles d'accès. Après, mais ça a été évoqué aussi par l'intervenant d'avant. C'est-à-dire, je ne sais pas de quelle collectivité en Normandie vous êtes, mais pour peu qu'on ait des gros services, des machins, des gens derrière qui soient en capacité d'instruire ces dossiers. Voilà, les grosses métropoles, elles y arrivent, hein, et encore avec difficulté. Les petites, c'est quand même chaud. Hein, donc, il faut être sacrément motivé. Et souvent, c'est l'élu qui passe ces nuits. Hein, donc, courage et fraternité. Mais non, il y a encore un vrai sujet de comment on intègre ça, et aussi comment. Alors normalement c'est un peu l'objectif des plans tels qu'ils arrivent, mais où on puisse être multi-entrées, multi-canaux, parce que à chaque petit machin, son aide, son dossier, son truc, il y a de quoi avoir envie de se pendre en disant tant pis, je ferai autrement, quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que de faciliter un peu la vie des collectivités en simplifiant aussi. Voilà, normalement là c'est les régions, l'économie circulaire, mais enfin bon, tout le monde s'en mêle un peu aussi. Enfin voilà, que ça soit plus lisible, plus compréhensible, et avec des aides qui soient connues. Parce que sinon, s'il y a l'Europe, alors nous on fait pas mal de dossiers, c'est pas normal ça quand même. Sans compter la captation d'argent public que ça donne, hein, vu qu'on est obligé de passer par des cabinets pour comprendre quelque chose. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Nous, en tout cas, on pousse là-dessus. Enfin, une grosse partie de notre activité, c'est ça, c'est que ces projets-là, ils puissent être financés parce qu'on sait qu'ils sont efficaces, en fait. Donc, Merci pour cette réponse. On a le temps peut-être pour une dernière question, une dernière remarque. Oui, bonjour. Moi, je voulais poser la question des métiers. Est-ce qu'il y a des métiers qui se développent où justement il y a quelqu'un qui va savoir tous ces rouages et qui va pouvoir avoir, comme on a eu des économistes de la construction, ou qui vont connaître à la fois comment les bonnes solutions, et qui vont pas, parce qu'on est toujours en train d'essayer de réinventer quelque chose en fait, et de commencer presque à zéro dans chaque collectivité. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui sort là-dessus de nouveaux métiers? Alors au niveau des collectivités ou au niveau des... Peut-être plutôt au niveau de la formation, si on commence à avoir des experts qui sortiraient et qui pourraient être engagés par des collectivités ou des industries qui cherchent vraiment à faire une différence. Ce qui est intéressant avec la vision économie de la ressource, c'est qu'au fond, elle amène peut-être tout le monde à se poser les mêmes questions, mais les réponses, elles vont être assez différentes en fonction de l'endroit où on est. Si on prend sur la construction, l'idée n'est pas d'aller coller de la meulière dans le nord ou du granit à Lyon, hein, quoi qu'il y a peut-être du granit à Lyon, je pense que c'est Bretagne. Donc voilà, c'est-à-dire comment on pose les questions de transformation des processus d'achat, des procédés industriels potentiellement, avec chaque zone, chaque industrie qui est en capacité d'apporter différentes réponses. Et puis là, après, le champ est tellement vaste que c'est difficile. Mais après, c'est vrai, la question, et c'est peut-être là où il va falloir vraiment que des cabinets, des gens s'y mettent, c'est comment on crée de la viabilité économique dans tout ça. Enfin, ça a été dit sur réparation, réparabilité. La loi AGEC met en place un indice de réparabilité. Ça a été très bien dit, on va se retrouver avec des produits réparables quand l'État on ne sait pas faire réparer, c'est trop cher, il n'y a plus de réparateurs. Donc une fois qu'on a dit ça, super, j'ai un grille-pain réparable désormais, mais il sera encore une fois jamais réparé. Donc là, il y a vraiment cette question de mettre en place, d'accompagner, de créer de la filière viable. Alors ça va avec beaucoup de choses, transformation de comportement, des transformations fiscales, effectivement. Peut-être que le problème c'est que le grille-pain il coûte 20 € et qu'un grille-pain ça devrait pas coûter 20 € et ainsi de suite. Et là derrière, on a suffisamment transformé pour dire qu'il y a des filières et des gens qui vont s'y intéresser. Mais pour l'instant, objectivement, on est quand même dans l'académie administrée sur toutes ces questions-là. Financé un peu à bout de bras par la collectivité. Voilà. Donc je ne réponds pas du tout à votre question, mais je cherche. Après, secteur par secteur, le CSTB, ils vont être très bien sur beaucoup de choses. Au niveau territoire, je vois le CEREMA qui est là aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup d'agences, d'organismes qui accompagnent sur la transformation, mais c'est peut-être proche un peu holistique.
est peut-être pas encore existante, non. Mais... Beaucoup de connexions à créer lors de ce salon Innopolis Expo. Ça fait sens en même temps. C'est une idée métier low-tech pour monsieur avant. Oui, Philippe Biwix. Mais ça fait sens puisqu'évidemment le salon est consacré à la ville de demain, donc que les conférences et les ateliers et les participants se recoupent est évidemment logique. Merci pour cette présentation. Je crois qu'on peut applaudir encore une nouvelle fois Emmanuel Ledoux. J'imagine qu'on peut retrouver des informations complémentaires sur le site de l'INEC, où il y a peut-être une newsletter, peut-être sur LinkedIn, j'imagine. Voilà. Oui, on met beaucoup de choses sur LinkedIn. Alors on écrit beaucoup. Je vous conseille, on en est très très fiers, une étude sur l'industrie circulaire qui est top, donc qui est vraiment, qui permet d'avoir en plus pas mal d'exemples. Et puis si vous avez aussi des idées de champs à investiguer, nous on a envie de travailler sur beaucoup de choses, sur ruralité, économie circulaire aussi. Donc là aujourd'hui c'était le sujet des villes, mais les questions patrimoniales et tout sont hyper intéressantes. Enfin c'est vraiment un champ passionnant pour voir comment on peut travailler à se réinventer sous contrainte finalement. Et c'est il y a une vitalité d'idées, de pratiques, de savoir-faire qui est infiniment passionnante. Merci Manuel Ledoux. On se retrouve quant à nous demain à 10h dans l'auditorium